On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode de On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Delphine Brard. Bonjour Delphine. Bonjour Laurent. Delphine, nous allons parler du comité de réflexion éthique de La Vie Active, mais tu es directrice de la communication et de la stratégie. Alors, il va falloir que tu nous expliques tout ça, mais je te propose de te présenter, que l'on sache mieux qui tu es, tout simplement, parce que tu es une femme de l'ombre, pas nécessairement destinée à prendre la parole, même si quelque part tu la maîtrises en tant que DIRCOM. Bref, Delphine, je me tais, je te laisse te présenter en quelques mots à nos auditrices et auditeurs. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Delphine Brard, je suis la directrice de la stratégie et de la communication de La Vie Active depuis maintenant 7 ans. Et j'anime également le comité de réflexion éthique de l'association depuis 6 ans et demi. Alors c'est assez étonnant, quelqu'un qui fait de la stratégie et de la communication et qui tombe dans le comité de réflexion éthique. Il va falloir que tu nous expliques tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? Comment tu en es arrivé à ça? Eh bien en fait, l'association La Vie Active avait dans son projet associatif l'idée de mettre en place un comité de réflexion éthique. Et par mes précédentes fonctions, j'avais travaillé au ministère de la Santé. Je connaissais les espaces éthiques régionaux. Je savais que, en fait, une de leurs missions était d'aider les structures, les associations, les hôpitaux à mettre en place un comité éthique. Donc, quand j'ai su, en fait, que l'association souhaitait et n'avait pas encore, ne savait pas comment s'y prendre, je les ai aidés à structurer, à lancer, à démarrer le comité de réflexion éthique. Donc, tu t'es naturellement tourné vers eux, sachant qu'ils pourraient t'aider, puisqu'ils maîtrisaient ça mieux que toi. Exactement, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. C'est le docteur Robin Kremer qui est venu à l'association La Vie Active et qui nous a aidés à nous poser les bonnes questions pour mettre en place un comité éthique. Par exemple, est-ce qu'on doit traiter les questions à chaud, à froid, c'est-à-dire est-ce qu'on doit répondre immédiatement aux questions? Combien de temps on se réunit, si c'est sur le temps de travail? Qui on met dans le comité de réflexion éthique? Toutes ces questions simples mais indispensables pour structurer un comité éthique. À quoi ça sert très objectivement un comité éthique? Alors on parle d'éthique à tort et à travers, on essaie de la mettre partout là on n'en a pas besoin, mais évidemment quand on est une association comme La Vie Active qui s'occupe et qui accompagne les plus vulnérables, on ne peut pas faire n'importe quoi, on est d'accord. Mais honnêtement, à quoi ça sert? Et puis concrètement, qu'est-ce que ça fait avancer dans l'association? Eh ben, c'est très important parce que ça permet à la fois aux personnes accompagnées, aux familles ou aux professionnels de voir à un moment donné, quand il y a un problème, il y a une association qui s'appelle l'APU de Lens qui a fait une vidéo que je cite régulièrement et qui met en avant l'éthique, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui cloche? Ça permet en fait de mettre en avant un problème ou en tout cas un questionnement. C'est pour ça qu'on parle de questionnement éthique, qui va poser problème aux équipes, aux familles, aux personnes accompagnées. Et le comité de réflexion éthique est là pour donner les grands axes, parce qu'on ne donne pas une réponse, pas une décision. Tu vois, on n'est pas du juridique, il faut faire ci ou il faut faire ça. Mais permet de se poser, de réfléchir ensemble à justement qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, se poser les bonnes questions tous ensemble. Donc c'est prendre du recul pour mieux travailler ensemble et puis que tous les publics finalement comprennent mieux ce dont ils retournent et puis éviter que quelque chose cloche réellement, c'est ça? En tout cas, de s'interroger pourquoi ça cloche. Donc ça veut dire que tu pars du principe qu'il y a des choses qui clochent? Exactement. Entendu, donc c'est vraiment de l'amélioration continue en somme. C'est même plus que ça, c'est poser un cadre, poser une philosophie. La première fois, on a été saisi sur la question, c'était en EHPAD, un directeur qui nous saisit en nous disant voilà, j'ai un résident qui a Alzheimer. Il est parti au restaurant avec sa douce et au restaurant, en fait, il a fugué. On l'a retrouvé que 24 heures plus tard, en Belgique, il était allé loin. Il aurait pu arriver des choses assez graves pendant son périple. Et la question était, fallait-il ou non qu'on l'autorise à aller au restaurant? Parce qu'il y a une question de responsabilité. Dans tous les sujets, il y a quand même en filigrane la question de la responsabilité. Et donc, tu vois, qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'on doit continuer ou pas à autoriser une personne qui a Alzheimer à profiter de la vie et aller au restaurant? Ou au contraire, en disant non, en termes de sécurité, moi, s'il y a un problème, c'est pour moi, je clôt tout. Tu vois, qu'est-ce qui cloche là-dedans? Est-ce que l'on peut ou pas continuer? Est-ce que, voilà, c'était ça le premier sujet sur la question de la liberté d'aller et venir en établissement.
J'ai compris ce que c'était qu'un comité éthique, mais comment tu l'as créé? Parce que tu es une communicante, tu fais de la stratégie. Bon, on est un petit peu loin de tout ça de prime abord, même si évidemment ça fait partie de la vie active et de ton métier de communicante. Mais Eh ben, à tâtons. Donc, comme je te le disais, le docteur Robin Kremer de l'ERR des Hauts-de-France nous a grandement aidés. On a structuré, nous, notre association, comme tu le sais, c'est 7 secteurs d'activité. Et on voulait que les 7 secteurs d'activité, que ce soit l'humanitaire, les secteurs enfance, le secteur social, soient représentés. Et on voulait également qu'il n'y ait pas que des directeurs dans notre comité éthique. Et donc, ça fait que tu as des éduques spécialisés, tu as des psychologues, des infirmières, des directeurs, voilà. Donc ça, c'était important de mixer les publics, les professionnels, les regards. Et également parce que c'était important qu'on ait des gens extérieurs à la vie active. Justement pour avoir ce recul nécessaire. Exactement, toujours. On a la chance d'avoir un philosophe qui est également urgentiste au SAMU du Pas-de-Calais. On a également la chance d'avoir une personne qualifiée qui est avec nous. Et enfin, depuis peu, nous avons un représentant des usagers. Ce comité éthique, c'est du costaud. C'est combien de personnes en tout? C'est une 12aine de personnes. Ça a mis combien de temps à le créer, ce comité de réflexion éthique? Eh ben, tu fais bien de poser la question parce qu'effectivement, il a fallu plusieurs séances, on se voit tous les 3 mois, pour qu'on puisse se structurer, pour qu'on puisse faire ensemble définir la façon dont on voulait travailler. Et ça, c'est important en fait de se voir avant pour structurer ensemble la démarche du comité. Et une fois qu'il est mis en place, que les gens se connaissent, on a traité donc notre premier avis sur la question de la liberté d'aller et venir en EHPAD. Ok, donc merci d'avoir raconté quelque part les coulisses de la création de ce comité de réflexion éthique. Vous voyez tous les 3 mois, ça fait 6 ans, 6-7 ans qu'il existe. Très bien, mais il y a des avis. Alors, les avis, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est très concrètement? Eh bien, comme je te l'ai dit, en fait, les familles, les personnes accompagnées ou les professionnels peuvent nous saisir. À partir du moment où ils nous saisissent, le groupe se réunit tous les 3 mois. On interroge aussi beaucoup les professionnels. Par exemple, si je te parle de la question de la transidentité. C'était un ESAT qui nous avait saisis. À l'époque, c'était un travailleur en situation de handicap qui s'habillait en fille. Et dans un milieu assez masculin, ça détonnait. Le directeur ne savait pas trop quoi faire et a saisi le comité éthique. Nous, la première chose qu'on a fait, c'est d'interroger aussi nos autres structures dans les autres secteurs, savoir si cette question-là avait été soulevée et comment ils avaient fait. Et donc là, on a interviewé, parce que c'était un sujet qui n'était pas que dans les AT, en IME, en EHPAD, en SAJ, en service d'accueil de jour, en institut médico-éducatif, en maison de retraite. Il y avait eu à traiter ce sujet-là. Donc on retrouvait les personnes, on les interrogeait, et puis le comité éthique rend des avis, mais c'est aussi un certain positionnement. Quand je te parlais de la question de la liberté d'aller et venir, l'avis positionne aussi l'association. Oui, aujourd'hui, notre objectif, c'est qu'une personne qui a Alzheimer et qui souhaite aller au restaurant peut le faire et il y aura le soutien de l'association. Oui, sur la question de la transidentité, on continue, on accompagne ces personnes. Alors pas nous parce qu'on n'a pas le savoir-faire, mais à travers des associations. Voilà, c'est un positionnement aussi important de notre association sur des sujets contemporains. Ces avis que tu émets, il faut les faire vivre. Et c'est là que la communication entre en jeu. Et ça tombe bien, c'est une de tes casquettes dans l'association. Comment tu communiques autour de ces avis? Comme tu le disais, l'objectif, c'est pas simplement de prendre un avis, de le ranger dans un placard. Le faire vivre, c'est un autre objectif du comité. Pour ça, il s'adresse avant tout aussi, par exemple, aux personnes accompagnées. Et donc, on traduit chaque avis en facile à lire et à comprendre. On appelle ça le FALC. Parce que si on s'adresse à ces personnes-là, il faut qu'ils puissent également le lire. On les traduit en langue des signes. Et également, le comité éthique peut se déplacer et l'a notamment fait sur la question de la vie intime et sexuelle en EHPAD, justement dans les établissements, pour parler de ce sujet. Et pour lancer les discussions, on réalise un court-métrage. C'est assez simple à faire, ça dure 1 minute 30 et ça permet en fait, quand on regroupe les professionnels, les résidents, on montre le film et après la discussion peut débuter. C'est simple et puis c'est pas de l'éthique. On pense souvent, et ça c'est un des travers, qu'il faut avoir fait bac plus 15 et philo pour parler d'éthique et c'est pas du tout notre philosophie. Donc c'est du concret. En tout cas, notre association souhaite montrer que tout le monde
peut faire de l'éthique. Et ça, c'est vraiment la philosophie de notre comité de réflexion éthique. Tu disais que tout le monde peut faire de l'éthique, et j'ai ouï dire qu'il y avait un travail avec des enfants d'un institut médico-éducatif. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un IME déjà, parce que ce sont des enfants, j'ai dit pas mal de choses, mais qu'on comprenne bien que justement, votre comité éthique à la vie active n'est pas qu'une histoire de blouse blanche bac plus 15 comme tu le dis très justement, et que vous vous déplacez, que vous allez sur le terrain et que tout le monde justement peut faire de l'éthique. Alors, pour raconter ça, il faut aussi raconter la genèse. Au début, on se rencontre, on fait venir les professionnels au siège de l'association, on les interviewe, et en fait, au fil du temps, on s'aperçoit que ça restreint. Et donc, si on traite de la question de la vie intime et sexuelle des personnes âgées, il faut qu'on aille en résidence, poser la question aussi directement aux acteurs, et qu'est-ce qu'ils en pensent. Maintenant, le comité éthique a pris l'habitude de se déplacer dans les établissements pour prendre la parole des personnes directement concernées. Et effectivement, on était allé dans un institut médico-éducatif interroger des jeunes sur cette question également, sur la place de leur intimité. Et aussi un autre sujet qui était que vaut la parole des personnes accompagnées ? Est-ce que quand un enfant, un résident parle, est-ce que leur parole est prise en compte ? Et donc voilà, et on s'est aperçu que n'importe qui peut débattre. À partir du moment où on pose le cadre, on explique ce qu'il faut, c'est important de recueillir cette parole-là. Ce qui veut dire que des jeunes dans un institut médico-éducatif, ils sont tout à fait capables, par exemple, de discuter et d'émettre un avis, en tout cas de faire en sorte qu'il y ait un avis qui soit émis sur une question qui peut paraître toute bête, mais je la cite, c'est quoi être ordinaire ? C'est quand même incroyable, ça prouve bien que l'éthique peut être faite par tout le monde. Et là, comment tu t'y prends ? Parce que ces enfants en IME, c'est pas nécessairement des enfants qu'on voit tous les jours, mais ce sont des enfants qui sont doués d'une véritable intelligence. Donc, ils ont de quoi répondre et faire de l'éthique. En fait, là, c'est un projet en lien avec l'espace justement de réflexion éthique régionale des Hauts-de-France. Une de leurs missions des RR, c'est aussi de sensibiliser les jeunes à l'éthique. Et on s'était dit, nous, on est dans le médico-social, sensibilisons les jeunes qui sont en IME à ce sujet-là. Donc l'objectif, c'est d'aller dans les IME, discuter avec eux, leur expliquer ce que c'est l'éthique, et pourquoi pas aussi faire une journée régionale où on réunit les enfants pour parler d'éthique, et notamment de cette question que l'on trouvait pertinente, c'est qu'est-ce qu'être ordinaire ? On parle beaucoup du travail ordinaire, du milieu ordinaire, de l'école ordinaire, mais c'est quoi en fait être ordinaire ? Si j'ai bien compris, le milieu ordinaire, c'est le milieu classique, comme on dit pour ceux qui ne savent pas. Qui dit classique, tout à fait. Enfin bon, bref, l'entreprise ou l'école, du quotidien. Et puis, il y a ce milieu qui n'est pas ordinaire, qui est le milieu adapté, comme on dit. Donc, ça peut être un ESAT, mais ça peut être aussi un IME, c'est bien ça ? Exactement. Donc la question, qu'est-ce que c'est qu'être ordinaire ? Quand ce sont des gamins qui répondent à ça et qui sont en IME, j'ai hâte de voir qu'en sortira la vie et surtout de comprendre ce que les petits auront dit, ces jeunes auront dit, parce que c'est absolument passionnant et je suis sûr que ça va en défriser plus d'un. Et l'objectif aussi, c'est qu'on ait des jeunes du milieu ordinaire qui nous disent qu'est-ce que c'est être ordinaire. Donc croiser les regards, ça va être, je pense, aussi très intéressant. Donc une véritable inclusion et on ne va pas rester, entre guillemets, dans certains précarés, donc c'est d'autant plus intéressant. Donc tu émets des avis, il y a des communications, il y a des projets, on vient d'en parler à l'instant même. Il y a même des podcasts. Il y a des podcasts, alors il y a un podcast, tu peux citer le nom, allez. Questionnement éthique. Voilà, donc il y en est à 4 ou 5 épisodes, si je dis pas de bêtises. 4 épisodes, et quand je te disais au début, on n'interrogeait pas forcément les personnes accompagnées, tous les podcasts de questionnement éthique commencent par interroger les personnes. Sur la question de la liberté d'aller et venir en établissement, on a interrogé les résidents. Et donc, dans ce podcast, ça commence toujours par « Vous avez vu une vidéo » et donc c'est le fameux court-métrage dont tu parlais, c'est ça ? Exactement. Donc, le court-métrage, il est plutôt pédagogue, il a pour objectif de placer un peu le débat, c'est ça ? De résumer simplement, en tout cas, la philosophie de notre avis. D'accord. Et après, on fait réagir les gens. Ok, et donc ce sont à la fois, alors par exemple pour la sexualité en EHPAD, c'était des résidents d'EHPAD. Exactement. Mais c'est aussi des professionnels. Oui. Et je crois que sur la transidentité, il y a Cristal qui a été interviewée. Une personne qui travaille en ESAT, dans un de nos ESAT, et qui également est accompagnée par nos équipes. De la vie active, donc je comprends parfaitement. Il y a aussi une autre personne qui a pu donner aussi sur la transidentité son point de vue, puisque c'est quelqu'un de transgenre, la première mère transgenre de France, on la cite. Mariko,
qui nous a fait l'honneur en fait de venir à notre podcast témoigner. Et elle était également venue à notre premier colloque sur ce sujet-là pour échanger avec le public et nos intervenants. Si je résume les choses, tu crées le comité il y a 7 ans, les choses se font bien, il y a des avis qui sont émis, il y a une communication. Tous les avis sont visibles de toutes et tous. Encore une fois, ce n'est pas là pour caler un pied de table défaillant ou finir sur un dossier d'ordinateur que personne ne verra ou ne lira. Donc là, encore une fois, il y a ce côté ouverture au monde. Et à force d'être ouvert au monde, il y a des gens qui te repèrent, et pas des moindres. Alors oui, effectivement, on a eu la chance d'être sélectionné pour le prix Galien, le prix des usagers. Et on en est très 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 fiers parce que c'est aussi montrer comment notre travail est remarqué et récompensé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les outils dont je te parle, par exemple le court-métrage, les podcasts, sont accessibles à tout le monde. N'importe quelle association ou personne qui souhaite utiliser ces outils peuvent le faire. Et au contraire, tout le monde n'a pas la capacité de produire ces courts-métrages, par exemple. Et notre philosophie, c'est allez-y, utilisez-les. Faut faire vivre l'éthique partout. Et le prix Galien, nous avons été sélectionnés sur la question de l'intimité et de la sexualité des résidents en EHPAD et en résidence autonomie. Bon, il y a de quoi largement être fier, c'est la classe, le prix Galien. Tu en attends quelque chose ou est-ce que le simple fait d'avoir été déjà sélectionné remplit ton cœur de joie ? Eh bien, ça remplit notre cœur de joie parce que déjà, le médico-social est représenté dans ce prix qui est généralement assez tourné sur le sanitaire et que la question des personnes âgées également soit mise en avant. On en est très très fiers. Pareil, c'est un sujet dont on parle peu, surtout sur la question de l'intimité. Et voilà, donc on est triplement contents. Quand est-ce qu'il est remis ce prix Galien ? Dis-moi tout. Il est remis au mois de décembre. Bon, on a quelques semaines devant nous, donc je compte sur vous pour faire un maximum de ramdam, madame la directrice de la communication. Delphine, j'ai une question qui revient à chaque fois en fin d'épisode. Si je te dis la vie active, qu'est-ce que tu me réponds du tac au tac ? Éthique. C'est un peu facile. Alors, évidemment, on a parlé d'éthique, mais je crois qu'il y a aussi une signature de marque. Alors, puisque j'emploie ces termes-là pour la bonne et simple raison, c'est que tu es aussi la directrice de la communication, la DIRCOM, comme on dit dans nos métiers. Humaniste fraternelle, c'est la signature de la maison, depuis 1964, donc depuis 6 décennies. Ce sexagénaire, il s'est toujours développé envers et contre tout, parce que ça n'a pas dû être facile tous les jours. Et puis, c'est aujourd'hui 4000 salariés et des milliers de personnes qui sont accompagnées. Quelle fierté pour toi de défendre les couleurs de cette maison, j'imagine. C'est plus qu'une fierté, on sait pourquoi on se lève le matin. Et je crois que quand on travaille à l'association La Vie Active, on le sait pourquoi, et qu'on soit à la communication, qu'on soit dans le secteur de l'enfance, de la formation. Chaque matin, on va au boulot et on sait pourquoi. Et on est vraiment tourné vers l'autre, vers les personnes les plus vulnérables. Et humaniste et fraternel, ça a vraiment tout son sens. C'est porté au quotidien. Merci à toi Delphine, merci d'avoir parlé de comité éthique de manière très fluide, parce que c'était loin d'être évident de prime abord. Tiens, allez, je te prends à partie. Comment est-ce qu'on peut soutenir La Vie Active ? Eh bien écoute, c'est simple Laurent, vous allez sur le site vieactive.fr, vous cliquez sur « Don » et vous mettez la somme que vous voulez. Donc on peut donner ce qu'on veut, hein ? Exactement, et c'est déductible, ne l'oublions pas. Chaque petit geste compte. N'hésitez pas, on compte sur vous. Y compris les entreprises aussi. Y compris évidemment les entreprises. Et là, les entreprises, elles peuvent donner peut-être beaucoup plus. Exactement. Hein, qu'elles n'hésitent certainement pas, qu'elles n'hésitent pas. Oui, en milliards d'euros. Alors évidemment, je plaisante, mais je fais un appel, moi qui suis entrepreneur depuis 15 ans, je fais un appel aux entreprises. Je crois que ne l'oubliez jamais, lorsqu'on va parler par exemple de personnes âgées, tu as parlé d'un avis sur l'intimité des personnes âgées en EHPAD, mais on a tous des personnes âgées autour de nous, toutes et tous. On a des enfants en situation de handicap autour de nous. Donc, chères entreprises, que vous soyez grandes, petites ou moyennes, vous pouvez faire un grand ou un très 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 grand don à l'association. Et merci à toi Delphine, c'était absolument passionnant de parler de comité de réflexion éthique de La Vie Active. Et puis je rappelle aussi que vous pouvez soutenir La Vie Active d'une manière tout aussi sympathique mais moins forte, on va l'avouer, en mettant 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.